Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 février 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. L'Euro, c'est déjà demain et vu la situation sanitaire actuelle sur le continent, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, envisagerait d'organiser la compétition dans un seul pays. Officiellement, l'instance européenne continue à travailler sur un Euro dans 12 pays avec différents scénarios. Stade plein, stade rempli à 50% avec des mesures adaptées, stade rempli de 20 à 30% de leur capacité ou huis clos total. En réalité, nous serons fixés d'ici quelques jours puisque des décisions ville par ville seront annoncées le 5 mars, donc dans un peu plus de 10 jours maintenant. Et en championnat, voilà des mois que nos stades de Ligue 1 sonnent désespérément creux, mais on commence peut-être à entrevoir le bout du tunnel. L'idée d'une expérimentation pour le retour du public dans les stades en France suit son chemin. Une réunion interministérielle est prévue aujourd'hui même à Matignon pour évoquer le sujet. Cette réunion, mise en place à l'initiative de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, se fait en présence de représentants des ministères de la Santé et de l'Intérieur. Principal sujet de discussion donc, la mise en place de tests pour un retour partiel du public dans nos stades de Ligue 1. Le chantier pourrait rapidement se mettre en route. Roxana Maracineanu a notamment déjà rencontré Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui a déjà proposé son parc OL pour tester le retour du public. En national aussi, le SC Bastia s'est également proposé pour réaccueillir des supporters. Alors évidemment, si Emmanuel Macron venait à durcir les mesures, cette expérimentation serait repoussée. Mais pour l'instant, un peu partout en Europe, ça avance. En Première Ligue aussi, par exemple, on espère revoir du public pour la dernière journée de championnat. Une jauge de 10 000 spectateurs devrait être fixée à partir du 17 mai. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que petit à petit, autour du monde, la situation s'améliore. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs. On connaît l'adversaire du SCO Angers pour les 16e de finale de la Coupe de France. Après avoir éliminé le Stade Rennais, Angers va affronter dimanche 7 mars le club franciscain pour une place en 8e. Alors il s'agit d'un club martiniquais qui prendra la direction de Paris vendredi pour entamer sa préparation 10 jours avant la rencontre. Le club franciscain et le SCO se sont déjà affrontés. Angers était à l'époque en national, c'était en novembre 2005, au 7e tour de la Coupe de France. Et à l'époque, ce sont les Martiniquais qui s'étaient imposés 2-0. À Bordeaux, l'enchaînement de défaites laisse des traces dans le vestiaire bordelais. Silence de plomb dimanche après-midi dans le vestiaire après la défaite 2-0 face à Nîmes. La 5e quand même en 6 matchs, toutes compétitions confondues. Résigné, le staff des Girondins s'inquiéterait aujourd'hui du manque de réaction des joueurs bordelais. On parle d'un vestiaire divisé, d'un entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui serait un peu démuni. Sachez que les supporters bordelais se donnent une nouvelle fois rendez-vous. Il y a 10 jours maintenant, près de 500 d'entre eux s'étaient déjà réunis au Haillan pour soutenir les joueurs avant le match contre Marseille. Autre ambiance, cette fois-ci samedi prochain sur le parvis du Matmut Atlantique. Il ne s'agira pas de soutenir les Girondins, mais plutôt de crier leur colère après cette série de 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, dont une élimination, je vous le rappelle, face à Toulouse en 32e de finale de Coupe de France. Bordeaux, qui a dégringolé en championnat à la 11e place au classement, a rendez-vous samedi après-midi avec le FC Metz. Et avant le coup d'envoi, les supporters bordelais ont bien l'intention de se faire entendre. On connaît l'horaire du 16e de finale de Coupe de France prévu entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. La rencontre qui se disputera à Francis-Leblay a été fixée au 6 mars à 21h. La dernière fois que les Brestois avaient rencontré le PSG en Coupe, c'était en janvier 2014. Les Parisiens, à l'époque, s'étaient imposés 5-2 grâce à un triplé de Zlatan Ibrahimovic. So, there's only one Zlatan. Are you sure? Yeah. You know Zlatan? Je vous en parlais hier, Lens peut rêver d'une qualification européenne. 5e aujourd'hui au classement, le promu réalise jusqu'ici une très belle saison et devra réaliser 2 matchs pleins face à Angers et face à l'AS Saint-Etienne. Malheureusement, Francaise est confronté à un premier coup dur avec l'absence face au vert de l'un des tauliers du moment, Cheick Doucouré. Le milieu lensois fait partie des joueurs les plus réguliers en 2021. Mais voilà, avec 3 cartons jaunes lors des 4 derniers matchs, la commission de discipline de la LFP devrait sans surprise demain annoncer sa suspension pour le match qui suivra donc celui du week-end face à Angers. Et c'est une bonne nouvelle en revanche pour Claude Puel.
Un retour qui se complique jeudi. Le LOSC se prépare à un déplacement aux Pays-Bas pour affronter l'Ajax, match retour des 16e de finale d'Europa League. Alors qu'à Pierre-Mauroy, jeudi dernier, les Dogs se sont inclinés 2-1. Au match aller, le retour là-bas s'annonce très compliqué. Christophe Galtier devra une nouvelle fois se passer de Burak Yilmaz. La Voix du Nord annonce même aujourd'hui que l'international turc devrait également être absent face à Strasbourg dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une nouvelle fois, Galtier devra donc faire sans celui qui a pourtant tant apporté à son équipe en attaque lors de la première moitié de saison. Je vous en parlais hier dans sa mission maintien. Lorient a un match importantissime à disputer demain soir à Nîmes. Pour cette rencontre, le défenseur central des Merlus, Jérémy Morel, sorti sur blessure dimanche contre Lille, est incertain. Touché à la hanche, Morel devrait déclarer forfait. Pour ce duel face à un concurrent direct dans la lutte, je le disais, pour le maintien, Christophe Pélissier devra donc se passer d'un joueur expérimenté. Il devra aussi faire sans Trevor Chalobah, qui sera lui suspendu pour cette rencontre. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Benoît Badiachil. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue. En faisant tomber le Paris Saint-Germain au Parc des Princes dimanche soir, l'AS Monaco a imposé l'idée d'un quatuor de tête en Ligue 1. Les joueurs de Niko Kovac ne sont aujourd'hui plus qu'à 2 petits points du podium. Alors si l'entraîneur croate refuse de parler du titre pour l'instant et s'ils ne font pas d'une qualification en Ligue des Champions une obsession, Benoît Badiachil confessait quand même hier sur RMC que le groupe y pensait. Et quant à sa situation personnelle, le jeune joueur de 19 ans formé à l'ASM connaît sa première saison convaincante. Kovac a fait de lui un de ses hommes forts, titulaire en charnière centrale avec Axel Disasi puis avec Guillermo Maripane. Badiachil commence à justifier finalement tous les compliments qui lui sont faits dans son club formateur depuis quelques années maintenant. Et pourtant, son destin aurait pu être bien différent s'il avait par exemple répondu favorablement à Manchester United qui le convoitait l'été dernier. Aujourd'hui, Badiachil ne semble pas du tout regretter son choix. Écoutez-le. Ouais, c'est le bon choix. Déjà, j'ai pas connu des bonnes saisons depuis que j'ai commencé avec Monaco. On a joué le maintien, donc là, je savoure vraiment le fait qu'on soit au haut du tableau et je pense que continuer avec mon club formateur, c'était la meilleure solution à prendre et avec la saison qu'on fait, je pense que c'est le bon choix que j'ai effectué. Donc tu regrettes pas Manchester United en fait? Non, pas du tout. Allez, on reprend notre tour des clubs. Vous savez ce qu'on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Eh bien, Jean-Michel Aulas réglera la question de l'avenir de Rudy Garcia à la fin de la saison. Le président lyonnais veut attendre le résultat final de son club en Ligue 1, bien sûr, avant de le prolonger ou non le contrat de son entraîneur. En attendant, les rumeurs sur de probables successeurs de Garcia circulent. Ainsi, le nom d'Olivier Dalloglio est sorti. Il serait sur la shortlist de Juninho dans le cas où la prolongation de Garcia ne se ferait pas. Pour l'instant, l'OL est deuxième du championnat avec 1 point de plus que le PSG et à 3 points de retard sur le leader lillois. Et Brest fait une très belle saison sous les ordres d'Olivier Dalloglio. Affaire à suivre, donc on verra cet été. À Marseille maintenant, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Recruté en grande pompe cet hiver, Milik, arrivé du Napoli sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, pourrait quitter l'OM dès cet été. Le Polonais espérait se relancer à Marseille avant de trouver un club plus huppé l'été prochain. Bon, actuellement, il est blessé et on ne l'a finalement que très peu vu depuis son arrivée. Mais il est déjà courtisé par un grand d'Europe, la Juve. Le président du Napoli, en conflit avec son joueur, ne voulait pas le vendre directement à un concurrent en Serie A comme la Juve. Eh bien, Marseille devrait donc servir de tremplin pour le joueur et la Juve serait prête à payer les 12 millions d'euros de clause pour s'attacher les services de l'attaquant dès cet été. Autre info concernant l'OM, Jorge Sampaoli a fait ses adieux à l'Atlético Mineiro. L'entraîneur argentin a publié un communiqué comme une lettre de départ d'adieu, finalement diffusée cette nuit par les médias brésiliens. Sampaoli va être libéré de ses 10 derniers mois de contrat au Brésil. Exclu dimanche en championnat, Sampaoli sera suspendu pour son dernier match face à Palmeiras. Il est attendu sur la Canebière en fin de semaine, peut-être même dès vendredi. Et enfin, une dernière info aussi à Marseille, le directeur général du club, Hugues Ouvrard, aurait, selon nos confrères de la Provence, réaffirmé à des supporters que le club n'était pas à vendre. Comme l'ensemble finalement de nos clubs de Ligue 1, le FC Metz doit faire face cette saison à la crise. Actionnaire majoritaire et président des Grenats, Bernard Serin a annoncé que son club depuis le début de la crise avait perdu des millions d'euros. Je le cite, la facture augmente de jour en jour. On va se retrouver à la fin de l'année dans le meilleur des cas avec la moitié seulement de ce qui avait été prévu. Alors Monsieur Serin a toutefois précisé qu'à ce stade, le club n'était pas en danger.
Le latéral gauche montpelliérain Ambroise Oyongo, prêté à Krasnodar jusqu'à la fin de la saison. Sous contrat avec Montpellier jusqu'en 2022, l'international camerounais a cette saison perdu sa place de titulaire face à Mihailo Ristic. Oyongo n'a disputé finalement que 2 des 12 derniers matchs de Ligue 1 avec le MHSC. Il va donc aller chercher du temps de jeu en Russie, chez l'actuel 7e du championnat russe, où il va retrouver un ancien montpelliérain, puisque Krasnodar, c'est aussi le club de Rémi Cabella. À Nantes, maintenant, on l'a vu encore ce week-end contre Marseille, l'état de la pelouse de la Beaujoire est de plus en plus problématique. Sauf que voilà, en cette période de crise, le club ne souhaiterait pas prendre en charge le coût du changement intégral de la pelouse, un coût estimé à plus d'1 million d'euros. Et la mairie de Nantes, propriétaire de la Beaujoire, joue la montre. Elle ne prévoit de changer la pelouse qu'à l'été 2022. Autant vous dire que c'est pas demain que la Beaujoire ressemblera à un billard. Ne lui parlez plus de Karim Benzema. Formé à l'Olympique Lyonnais, comme lui, Amine Gouiri est souvent comparé à Benzema, sauf que l'attaquant de l'OGC Nice commence à en avoir un peu marre des comparaisons avec le joueur du Real Madrid. Je le cite, au début, quand on me comparait à lui, j'étais très content, c'est un des meilleurs attaquants au monde, mais au bout d'un moment, c'est bon, chacun est différent, chacun son parcours. Les gens disaient tout le temps, le nouveau Benzema, et c'était un peu lassant à la longue, j'avoue. Voilà ce qu'a déclaré cette semaine Gouiri, donc dans les colonnes de 11 mondial, faut plus lui parler de Benzema. Allez, on est mardi et comme tous les mardis dans Flash Foot, c'est l'heure de votre rubrique écho. Aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser à une étude réalisée par le CIES, l'Observatoire du football. Selon eux, nos clubs de Ligue 1 sont les champions du trading. Le LOSC et l'Olympique Lyonnais seraient les 2 clubs ayant réalisé les plus importantes plus-values parmi les 5 grands championnats européens sur les 10 derniers mercatos. Le top 6 est d'ailleurs constitué de 4 clubs français. Alors Lille et Lyon plus forts que le Real Madrid, plus forts que Manchester, plus forts même que le Bayern. Le trading, vous savez ce que c'est une politique qui consiste à miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel pour ensuite bien les revendre très cher afin d'en tirer évidemment un important bénéfice. Une politique que plusieurs clubs français comme l'AS Monaco puis le LOSC, sous l'impulsion du même directeur sportif, Luis Campos, ont réussi à mettre en œuvre grâce à un bon réseau, grâce à un scouting performant aussi. Pareil pour l'Olympique Lyonnais qui, fort d'un centre de formation très performant, arrive à bien vendre ses jeunes pépites. À ce petit jeu-là, depuis 5 ans, depuis l'été 2016, le LOSC revêt le meilleur bilan financier du Big Five européen. Les Lillois ont réalisé près de 191 millions d'euros de plus-value, suivi de l'Olympique Lyonnais avec 151 millions d'euros. Dernier exemple en date, l'énorme transfert par exemple pour les Lillois de Victor Osimhen vers le Napoli, acheté 12 millions d'euros en août 2019 au club belge de Charleroi. À 21 ans, l'attaquant est revendu 81 millions d'euros par le LOSC. Nicolas Pepe aussi vendu 65 millions à Arsenal alors que Lille ne l'avait finalement acheté que 10 millions d'euros au SCO. Monaco, quant à lui, avec 132 millions d'euros de plus-value, se classe 4e de ce classement, juste derrière l'Atalanta Bergame notamment, grâce aux ventes de ses joueurs formés au club. Pour le coup, Monaco avec Kylian Mbappé, bien sûr, Thomas Lemar, vendu à l'Atlético de Madrid pour 70 millions d'euros, ou encore Thiemoué Bakayoko, cédé 40 millions d'euros à l'époque à Chelsea. Alors d'autres clubs français sont également bien positionnés dans ce classement. C'est le cas par exemple de Saint-Etienne, qui est 6e, ou même de Bordeaux, 12e, qui à l'été 2018, souvenez-vous, a vendu Malcolm par exemple une fortune au FC Barcelone, 40 millions d'euros pour Malcolm, alors que les Girondins ne l'avaient acheté que 5 millions d'euros au Corinthians au Brésil 2 ans avant. Alors souvent pointés du doigt par leurs mauvaises prestations sportives sur le plan européen, eh bien les clubs de Ligue 1 semblent briller quand même par leur sens des affaires. D'autres clubs français en revanche sont les mauvais élèves en matière de trading. L'OM par exemple n'a dégagé aucun bénéfice sur les 10 derniers mercatos, au point de voir ses comptes virer au rouge puisque Marseille aujourd'hui est déficitaire de près de 71 millions d'euros. Mais le Paris Saint-Germain aussi vend mal. Paris a les moyens, donc Paris achète cher, dépense mais ne revend pas bien et accuse donc de grandes pertes sur ce plan-là. Ces 5 dernières années, le PSG a acheté pour 854 millions d'euros de joueurs mais n'a revendu que pour seulement 399 millions d'euros. La perte totale, il suffit de faire une soustraction, la perte totale des Parisiens est estimée à 455 millions d'euros. Derrière eux, d'autres grands clubs européens comme le FC Barcelone ne sont pas non plus bons en affaires. Pareil pour les deux Manchester en Première Ligue. City, par exemple, sur ces 5 dernières saisons, a enregistré une perte, accrochez-vous, de 631 millions d'euros sur les 10 derniers mercatos. Comme à Paris, finalement, l'homme d'affaires émirati à la tête des Citizens achète cher, mais revend mal. Et oui, être acheteur, c'est un métier. Allez, on reprend notre tour des clubs.
Je vous en parlais hier, les Nîmois ont payé cher leur victoire de dimanche face aux Girondins de Bordeaux. Pas moins de 5 joueurs se sont blessés. Lucado a ressenti une pointe à un mollet, il a dû déclarer forfait à 10 minutes du coup d'envoi. Idem pour André Koubas qui a vu se réveiller lors de l'échauffement une douleur à un genou. Karim Aribi ne sera lui resté que 19 petites minutes sur la pelouse des Costières puisqu'il a reçu un coup sur la tête. Sofiane Alacouche a lui aussi été sorti parce qu'il se plaignait d'une douleur à une fesse. Et enfin, Anthony Briançon a lui quitté la pelouse sur civière à cause d'une blessure aux ischios. Il devrait être absent quelques semaines. Le capitaine des Crocos passait des examens aujourd'hui pour déterminer s'il s'agit au mieux d'une élongation ou au pire d'une déchirure. Quoi qu'il en soit, Briançon est forfait pour les 2 rencontres de la semaine au Costières contre Lorient demain soir, puis dimanche prochain face à Nantes. Le Paris Saint-Germain s'immisce dans le dossier David Alaba. Le défenseur du Bayern sera libre en juin au terme de son contrat et il a déjà fait savoir qu'il ne prolongera pas à Munich. Alors si depuis plusieurs semaines déjà le Real Madrid s'est positionné, eh bien le PSG reste actif dans ce dossier. Nasser El Khelaifi aurait même déjà discuté avec l'Autrichien et une rencontre avec le directeur sportif parisien Leonardo doit avoir lieu dans les prochains jours. Mercato toujours, mais à Reims maintenant. Courtisé par l'OM cet hiver après un intérêt déjà manifesté l'été dernier, Boulaïdia sera finalement resté en Champagne malgré un bon de sortie accordé par son club. Le prochain Mercato devrait donc lui permettre de découvrir d'autres horizons. Si sa préférence semble aller à la Première Ligue, France Football assure aujourd'hui que le RB Leipzig pourrait rafler la mise cet été. Le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions devrait aussi accueillir le défenseur strasbourgeois Mohamed Simakan et se serait donc placé aujourd'hui sur Boulaïdia. Julien Stéphan serait-il menacé? Ce qui est sûr, en tout cas à l'heure où l'on se parle, c'est que sur le terrain, rien ne va plus pour son Stade Rennais. Pas une seule victoire lors des 5 dernières journées. Pour une équipe qui joue une qualification européenne, le bilan est assez inquiétant. Les Bretons n'ont plus gagné en championnat depuis un déplacement à Brest le 17 janvier. Et si l'on jette un coup d'œil au calendrier des Rennais, vendredi c'est la réception de Nice qui les attend. Une bonne occasion de se relancer avant 2 déplacements difficiles, l'un à Lyon, l'autre à Marseille. Voilà ce qu'attend les joueurs de Julien Stéphan, qui lui est de plus en plus critiqué. Sur les réseaux sociaux, notamment, son départ est parfois réclamé. À l'aube de cet enchaînement important, les Rennais, qui ont perdu leur 5e place pour glisser 8e aujourd'hui, doivent absolument se reprendre. L'Europe est encore accessible, mais il va falloir montrer un tout autre visage. Et ça commence donc dès la 27e journée, dès vendredi soir, face à l'OGC Nice. À Saint-Étienne, Miguel Trauco ouvre la porte à un départ. Arrivé dans le Forêt en août 2019, Trauco s'épanouit en Ligue 1 où il est même devenu l'un des hommes forts de Claude Puel. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Verts, Trauco avait failli quitter la France pour la Grèce l'été dernier, mais aujourd'hui, ce transfert avorté semble bien loin. Toutefois, cette semaine, l'international péruvien a reconnu qu'il aimerait un jour évoluer en Espagne. Dans un entretien accordé à nos confrères d'ESPN, Trauco s'est projeté sur son avenir. Il a déclaré que la Liga était le championnat qui l'attirait le plus. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.